Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au début du XIXe siècle, la Palestine appartient toujours à l'Empire ottoman. Et pour comprendre ce qui va s'y jouer, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement cet empire, souvent caricaturé dans les récits occidentaux comme un simple homme malade, entre guillemets, condamné à disparaître. En réalité, l'Empire ottoman demeure une puissance immense à ce moment-là. Il s'étend des Balkans jusqu'à l'Arabie, contrôle des populations extraordinairement diverses, administre des centaines de villes, des routes commerciales majeures, des ports stratégiques, des lieux saints essentiels pour 3 grandes religions. C'est un monde vraiment complexe, multinational, multilingue et multiconfessionnel. Pas simple. Et en plus, cet empire traverse une crise profonde. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les Ottomans comprennent qu'ils accusent un retard croissant, sans jeu de mots, face à l'Europe industrielle et militaire. Les armées européennes sont plus modernes, les administrations plus efficaces, les finances plus puissantes, les techniques militaires évoluent rapidement et pour eux, les défaites s'accumulent. Et surtout, les puissances européennes commencent à considérer les territoires ottomans comme un espace d'expansion possible. Oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit que la nature avait horreur du vide, mais évidemment, quand il y a une puissance qui commence à faiblir, celle d'à côté commence à regarder de ce côté-là. C'est ce qu'on va appeler la question d'Orient. Une question simple, mais explosive. Que va devenir l'Empire ottoman quand il va s'effondrer ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Derrière cette interrogation se cache une rivalité gigantesque entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Allemagne. Chacune de ces puissances veut empêcher les autres, forcément, de contrôler le Proche-Orient, parce que cette région devient stratégique à plusieurs niveaux. Commercialement, militairement, religieusement, et symboliquement. Et dans ce grand jeu impérial, la Palestine acquiert progressivement une importance, je dirais, disproportionnée par rapport à son poids réel. Pourquoi ? Parce qu'elle concentre Jérusalem, en fait. Or, Jérusalem, c'est un lieu unique. Une ville qui appartient simultanément, comme je vous le disais, à plusieurs mémoires sacrées. Pour les chrétiens européens, elle représente les lieux de la Passion du Christ. Pour les juifs, la ville du Temple et de l'exil. Pour les musulmans, le lieu du voyage nocturne du prophète. Aucune autre ville au monde ne concentre une telle charge symbolique. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Les Européens vont donc utiliser la religion comme porte d'entrée politique dans la région. Au XIXe siècle, la Palestine voit arriver des missionnaires, des diplomates, des archéologues, des religieux, des pèlerins, des explorateurs, et derrière chacun d'eux se trouve souvent une puissance européenne. La France se présente comme protectrice des catholiques d'Orient, comme je vous disais, la Russie protège les orthodoxes, les Britanniques développent leur réseau protestant, les Prussiens et les Allemands cherchent eux aussi à s'implanter. Chaque école construite, chaque hospice, chaque église, chaque consulat devient un instrument d'influence. Et ce phénomène est immense. À Jérusalem, les représentations consulaires se multiplient, les ordres religieux européens affluent, les puissances financent des bâtiments, des couvents, des hôpitaux, et la ville se transforme progressivement justement sous cette influence étrangère. Et ce qui frappe les historiens, c'est qu'on voit à quel point la Palestine devient un espace de compétition diplomatique permanente bien avant l'apparition du conflit israélo-palestinien moderne. Les querelles autour des lieux saints sont d'ailleurs particulièrement révélatrices. Qui possède la clé du Saint-Sépulcre ? Qui entretient telle basilique ? Qui peut célébrer telle cérémonie ? Qui protège telle communauté chrétienne ? Derrière ces disputes religieuses qui peuvent paraître apparemment secondaires, en fait se cachent des enjeux géopolitiques considérables. Parce que chaque concession accordée à une église soutenue par une puissance européenne devient à ce moment-là une victoire diplomatique. La guerre de Crimée elle-même, dans les années 1850, trouve en partie son origine dans ces tensions autour des lieux saints de Palestine. On oublie souvent qu'un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts commence notamment par des querelles religieuses à Jérusalem et à Bethléem. Mais pendant que les Européens avancent leurs pions, l'Empire ottoman, lui, forcément tente de réagir. C'est le temps des Tanzimat. À partir de 1839, les autorités ottomanes lancent un vaste programme de réformes destiné à sauver l'Empire.
Modernisation administrative, réorganisation militaire, centralisation fiscale, nouvelles infrastructures, réformes juridiques. L'objectif est clair, transformer l'Empire ottoman en État moderne capable de résister aux Européens. Et ces réformes ont des conséquences directes en Palestine. L'administration devient plus présente, les routes se développent, les villes commencent à évoluer, les échanges augmentent, le pouvoir central cherche à mieux contrôler les provinces périphériques, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais paradoxalement, cette modernisation ouvre aussi davantage la région aux influences européennes. Les Européens obtiennent des privilèges économiques importants grâce au système des capitulations. Les commerçants étrangers bénéficient d'avantages juridiques, les missionnaires s'installent plus facilement, les consuls interviennent dans les affaires locales. Et peu à peu, les Ottomans perdent une partie de leur souveraineté réelle sans perdre officiellement leur territoire. Et c'est là un point essentiel sur lequel reviennent les historiens qui se sont vraiment penchés sur la question. La Palestine du XIXe siècle n'est pas colonisée directement par une puissance européenne, mais en fait elle subit déjà une forme de pénétration impériale progressive. Cette influence occidentale transforme aussi les représentations de la région. Les explorateurs européens cartographient la Palestine, les archéologues cherchent des traces bibliques, les photographes rapportent des images fascinantes en Europe, des récits de voyage connaissent un immense succès. Mais là encore, un phénomène frappant apparaît. Les habitants contemporains sont, encore une fois, effacés du récit. La Palestine est décrite comme une terre biblique immobile, presque hors du temps. Les villages arabes deviennent de simples décors orientaux, les sociétés locales sont rarement étudiées pour elles-mêmes. Cette manière, encore une fois, de voir le pays va avoir des conséquences considérables plus tard, parce que si une terre est perçue comme vide d'histoire moderne, alors elle peut plus facilement devenir le support de projets politiques extérieurs. Dans le sens, vous vous en servez pas, on va le faire pour vous. Dans le même temps, les transformations économiques modifient lentement la société palestinienne elle-même. Des villes comme Jérusalem, Jaffa, Haïfa se développent. Le commerce méditerranéen augmente. De nouvelles élites, forcément, émergent. Les grandes familles urbaines renforcent leur pouvoir. La circulation des idées s'intensifie. Et surtout, la Palestine entre désormais dans les réseaux mondiaux. Les bateaux à vapeur réduisent les distances. Le canal de Suez, qui a été inauguré en 1869, bouleverse totalement la géopolitique régionale. Pour les Britanniques, la route vers l'Inde devient encore plus stratégique. Le Proche-Orient prend une importance considérable. À partir de ce moment, aucune puissance européenne ne peut accepter qu'une autre domine seule cette région, évidemment. La Palestine devient donc bien davantage qu'un territoire religieux, elle devient une pièce stratégique du grand échiquier impérial. Et pourtant, malgré cette internationalisation croissante, les populations locales restent politiquement marginalisées dans les calculs des grandes puissances. Les Européens parlent de civilisation, de protection des minorités, de mission religieuse ou de modernisation, ça fait bien, mais ils parlent rarement d'autonomie politique pour les habitants de la région. C'est toute l'ambiguïté du XIXe siècle oriental. L'Europe prétend souvent apporter le progrès, tout en préparant progressivement les conditions d'une domination politique et culturelle. Et pendant ce temps, dans les communautés juives européennes, une autre idée commence lentement mais sûrement à émerger, une idée qui va transformer radicalement l'histoire de la Palestine, celle d'un retour national juif sur cette terre.